Amis, je suis très intéressé par l'évolution des négociations dans le conflit russo-ukrainien. Nous assistons à quelque chose d'extraordinaire. La clarification de ce qui était en jeu entre la Russie et l'Ukraine. Je vous demande, vous êtes combien de personnes? Vous êtes pratiquement, mettons, maintenant plus de 10 000 personnes en direct, j'en suis certain. Est-ce que chacun d'entre vous peut me dire qui négocie la fin du conflit en Ukraine actuellement? Essayez d'écrire en une phrase. Quelles sont les deux parties qui négocient la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Il n'y a que deux parties qui négocient la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et nous tous, nous les voyons. Quand on ouvre la télé le matin pour prendre les informations ou qu'on regarde sur nos téléphones, on voit qui négocie avec qui. Quelles sont les deux parties qui négocient la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Vous êtes d'accord avec moi? À l'unanimité, vous écrivez les États-Unis d'Amérique et la Russie. Le fait que l'Ukraine ne soit pas en première ligne des négociations, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, sans le moindre risque de se tromper, que l'Ukraine n'était rien d'autre qu'un lieutenant des États-Unis et que la guerre entre l'Ukraine et la Russie était en réalité une guerre par procuration des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN contre la Russie. Le fait que, désormais, Donald Trump discute directement avec Vladimir Poutine vient jeter à l'eau toutes les théories des experts complètement frelatés des médias mainstream de l'Occident qui essayaient de présenter Zelensky comme étant un acteur propre, un acteur endogène, un acteur, une variable indépendante. Tout le monde voit très bien que Zelensky, en réalité, n'était que le sous-préfet de l'OTAN et notamment de la puissance américaine pour ses plans contre la Russie, ses plans d'avancer vers l'Est en vue de la grande conflagration envisagée plus tard avec la Chine. Voilà le premier enseignement. Deuxième enseignement. On a entendu dans la première phase le président Trump énoncer qu'il avait obtenu la signature, la reddition complète, la capitulation de l'Ukraine à sa demande de signer l'accord sur les terres rares et l'accord sur les minéraux précieux de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont signé des deux mains et des deux pieds. Pourquoi ont-ils signé des deux mains et des deux pieds? Faisons ça ensemble. Pourquoi ont-ils signé des deux mains et des deux pieds? Mais parce qu'après la malencontreuse attitude du président Zelensky à Washington, Washington a coupé le ravitaillement militaire à l'Ukraine, histoire de lui montrer quoi? Que sans les États-Unis, l'Ukraine ne serait même pas capable de poursuivre la guerre pendant 2 jours. Le jour même où Washington a suspendu la fourniture du renseignement aérien, du renseignement stratégique, suspendu le ravitaillement en armes, vers 15 heures le même jour, soit à peine 6 à 7 heures de temps après la décision de Donald Trump, Zelensky capitule, Zelensky se rend pieds et poings liés et accepte de signer, annonce qu'il signe tout ce que Trump veut. Où l'on voit que, même du point de vue militaire, la confrontation à laquelle nous avons assisté, à laquelle nous assistons toujours, aujourd'hui en Ukraine, n'est pas une confrontation strictement russo-ukrainienne. C'est une confrontation russo-otanienne. Deuxième enseignement. On a bel et bien sur le terrain militaire à faire une confrontation russo-otanienne. Parce que dès lors que les États-Unis enlèvent leur soutien, l'armée ukrainienne n'existe plus. Dès lors que les États-Unis ramènent un peu de soutien, l'armée ukrainienne existe un temps soit peu. Donc l'armée ukrainienne n'est en réalité que le masque, le voile de l'armée américaine et de ses alliés européens. Deuxième enseignement. Mais il y a un troisième enseignement, c'est que les plus bruyants, depuis que cette histoire entre la Russie et l'Ukraine a commencé, qui sont les plus bruyants? En dehors de l'ancien régime américain de Biden, qui sont les plus gros bruyants? Quels sont les dirigeants les plus bruyants? Nous, Africains, nous observons. Quels sont les dirigeants les plus bruyants dans cette affaire? Vous savez qui sont les dirigeants les plus bruyants? C'est ceux de l'Union européenne. Mais est-ce que vous avez entendu qu'on a demandé à un dirigeant de l'Union européenne de donner son point de vue dans la négociation? On voit donc très bien que les dirigeants de l'Union européenne, eux-mêmes, en réalité,
À qui est-ce qu'ils obéissent le doigt sur la couture? Comme l'a rappelé d'ailleurs le président Vladimir Poutine. À qui obéissent les présidents, les premiers ministres de l'Union européenne? Qui est leur patron? Systématiquement, le patron de l'Europe, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Quel qu'il soit issu du Parti démocrate comme l'était Biden, ou qu'il soit issu du Parti républicain comme l'est Donald Trump, le patron de l'Union européenne, c'est le président des États-Unis. On voit donc en réalité que je comprends pourquoi certains dirigeants français et européens ont du mal à considérer que les Africains pensent par eux-mêmes. La raison vient du fait qu'en fait, eux-mêmes, ils ne pensent plus depuis longtemps par eux-mêmes. Ils sont devenus des marionnettes des États-Unis. En effet, quand toi, tu es une marionnette, tu ne peux pas comprendre que quelqu'un soit libre. Oui! Voilà le poteau rose qui est dévoilé. S'ils pensent systématiquement que quand le Mali fait quelque chose, c'est Poutine qui a dicté, quand le Burkina fait quelque chose, c'est Poutine qui a dicté, quand le Niger fait quelque chose, c'est Poutine qui a dicté, quand Niamsi fait une conférence, c'est Poutine qui a demandé de faire la conférence, s'ils le font, c'est en réalité parce que cette élite politique européenne a perdu toute initiative depuis longtemps et qu'elle fait les 4 volontés de ses patrons américains. En effet, quand toi, tu n'as plus d'initiative, tu ne peux pas comprendre que les gens aient des initiatives. Tu penses toujours qu'il y a quelqu'un derrière eux. Quand tu es possédé, tu crois que d'autres le sont. Car la possession a un effet spéculaire, par projection. Je viens de comprendre le discours de Retailleau. Ah, la Russie nous a fait la guerre à travers, d'une certaine façon, en nous délogeant en Afrique. Donc les Africains n'existent pas par eux-mêmes. Ils font les 4 volontés de Poutine. Comme nous, dirigeants européens, nous ferions donc les 4 volontés du président américain, fût-il de gauche ou de droite, en tout cas, républicain ou démocrate. Mais là où j'ai encore vu cela d'une manière claire, vous savez qu'il y a une rivalité douanière entre les États-Unis et leurs alliés traditionnels européens. Même entre les États-Unis et le Canada, ça chauffe. Au point que les États-Unis ont relevé le prix des taxes des produits manufacturés européens pour rattraper ce qu'ils estiment comme une escroquerie de l'Union européenne. Citation de Donald Trump, l'Union européenne a été créée, elle a été inventée pour emmerder les États-Unis d'Amérique. C'est Donald Trump qui a dit ça. Parce que si c'est moi qui dis ça, je ne sais pas combien de sanctions vont tomber sur moi. Donc, s'il vous plaît, rappelez. Donald Trump dit, l'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. Fin de citation. Moi, j'ai seulement bien lu. Et j'ai une bonne mémoire. Mais quand Donald Trump dit cela, les gens ne comprennent pas. Alors, il se donne un chiffre. Il dit, mais nous avons un déficit de 300 milliards de dollars avec cette Union européenne. C'est-à-dire que les Européens gagnent plus d'argent américain que les Américains ne gagnent d'argent européen. Et Donald Trump, qui est avant tout un homme d'affaires et un redoutable négociateur, il a décidé d'inverser ce rapport de force en élevant les taxes douanières des produits européens qui rentrent chez lui. Il a augmenté de 20%, 25%. Et Ursula von der Leyen a réagi. Parce que Trump avait placé à pratiquement 27 milliards les nouveaux gains, 27 milliards de dollars, les nouveaux gains annuels des États-Unis par rapport à l'Europe. Ursula von der Leyen, au nom de l'Europe, qui se comporte comme si elle avait été élue présidente de tous les peuples européens, elle a aussitôt réagi en annonçant que il y aurait des mesures en retour pour que l'Europe récupère au moins 26 milliards de dollars par l'élévation des taxes contre les États-Unis. Vous savez ce que Donald Trump a fait? Aujourd'hui même, il est sorti, il a dit, bon, vous ne me connaissez pas bien. Je vais élever de 200% les taxes sur le vin européen, et notamment sur le champagne français. 200%. Astaghfirullah. À peine Donald Trump a dit cela, que tous les dirigeants européens, y compris des dirigeants français, sont sortis pour dire, non, monsieur Trump, il ne faut pas vous fâcher. Ah non, Donald Trump, on parlait comme ça, c'était juste un ballon d'essai. Et ça perd l'hypopète, scrogneux, sapristi. Mais dis donc, ne vous fâchez pas au premier quart de tour. Donald Trump, c'était... Même Ursula von der Leyen est sortie pour montrer patte blanche. Elle dit non, j'avais dit ça comme ça, mais je n'ai pas trop réfléchi. Donc, et au moment où ils se soumettent, parce que Trump les menace de leur imposer 200% sur les vins et champagnes, qui partent d'Europe, c'est là que Vladimir Poutine en profite pour sortir.
Poutine en profite pour sortir et pour dire que si Donald Trump le veut, l'Europe pourrait de nouveau recevoir bientôt du gaz russe. Ha! Astaghfirullah. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? C'est-à-dire que Poutine sait tellement qui est le patron de l'Europe que Poutine sort au même moment. Dès que Trump a dit qu'il va faire 200% pour discipliner ses alliés, mais en réalité ses vassaux européens, Poutine est sorti pour dire, bon, Trump, puisque c'est toi qui es leur patron, si tu veux, je vais pouvoir leur redonner du gaz et du pétrole moins cher. Et si vous regardez la vidéo où Poutine le dit, il le dit avec un sourire en coin. Parce qu'en fait, le fait que Trump amène tous les dirigeants européens à s'abaisser vient confirmer ce que Poutine avait dit. En disant, vous allez voir, quand Trump sera président aux États-Unis, tous les dirigeants européens vont aller, en battant, en remuant littéralement la queue comme des petits chiens, ils vont aller lui obéir. L'image est de Poutine, ce n'est pas moi. Poutine est à Moscou. Je suis passé devant sa maison le 7 décembre 2023, là-bas, au Kremlin. Celui qui veut avoir des problèmes avec lui, va là-bas. Moi, j'ai seulement une bonne mémoire. Quand j'entends quelque chose, eh ben, je note, je médite et j'en profite pour éclairer mon peuple. Hein? Faut pas fâcher, hein, comme on dit à Abidjan. Nous s'amuser seulement à dire la vérité. Donc, Poutine dit, vous allez voir, dès que Trump va être installé à Washington, ces gens-là, ils vont aller là-bas, le doigt sur la couture, ils seront très sages et ils vont remuer leur petite queue. C'est une image de Poutine. Hein. Et donc, moi, j'étais là, j'étais vraiment effaré par la... C'est-à-dire qu'en fait, Trump et Poutine jouent à la balle avec l'âme des dirigeants européens. Ils sont en train de jouer au ping-pong avec eux. Imaginez les dirigeants européens transformés en ballons de ping-pong. Et sur une table, il y a d'un côté Trump et il y a de l'autre côté Poutine. Trump envoie, Poutine smash. Trump soulève, Poutine soulève, Trump smash. En fait, il s'amuse avec eux. Il les trimballe. Il les trimballe dans tous les sens. Et ils s'entendent comme larron en foire. Il y a l'un qui dit, j'élève de 200% mes taxes. L'autre qui dit, bon, président Trump, ne vous énervez pas trop. Si vous voulez, je vais leur donner un peu de gaz. Parce que c'est vous qui décidez pour eux. C'est vous qui avez détruit Nord Stream. Il entend par là les Américains. Vous avez détruit le canal par lequel la Russie desservait l'Europe en gaz et en pétrole moins cher, n'est-ce pas? Bon, comme c'est vous les patrons de l'Europe, bon, si vous voulez qu'à un moment donné, ils aient le gaz moins cher, le pétrole moins cher, comme vous êtes le président de l'Europe, Donald Trump, venez donc discuter avec le président de la Fédération de Russie, comme vous discutez actuellement, et puis on va avancer. Donc en fait, ce à quoi nous assistons ici en Europe, c'est la confirmation de la vassalité européenne par rapport aux États-Unis. C'est la confirmation de l'absence d'initiative politique propre de l'Europe politique occidentale. Et ceci nous permet de comprendre pourquoi les dirigeants européens n'imaginent pas que les Africains soient capables de prendre des initiatives propres. Parce qu'en fait, eux-mêmes n'en ont pas prises. Et c'est ce que je voulais vous faire remarquer. Enfin, pour finir, vous voyez la négociation, donc elle se passe uniquement entre les deux. Et le cessez-le-feu qui a été conçu par les États-Unis, immédiatement et aveuglément approuvé par l'Ukraine, mais Vladimir Poutine a posé ses conditions. Si vous continuez à réarmer l'Ukraine, le cessez-le-feu ne sert à rien. Si vous continuez à vouloir intégrer l'Ukraine dans votre dispositif de sécurité européen et otanien contre moi, la trêve ne sert à rien. Si vous continuez à entretenir le gouvernement Zelensky dans l'illusion de pouvoir constituer un contre-pouvoir à la Russie, la trêve ne sert à rien. Vladimir Poutine décide alors, dans ces conditions, de s'habiller en treillis et d'aller à Kursk, où il se fait filmer en train de donner des instructions fermes pour que les opérations se poursuivent. Nous autres Africains, donc, qui regardons tout cela, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'évolution de ces négociations russo-américaines et de la mise à l'écart de l'oligarchie politique européenne, de la mise à l'écart du régime de Zelensky? Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Nous devons en tirer une leçon, c'est que le monde dans lequel nous sommes est un monde où le rapport de force est indépassable comme condition de l'équilibre des relations internationales. Donc nous avons intérêt, nous Africains, à continuer d'aller vers l'intégration sous-régionale, à construire là, l'AES le fait très bien, des confédérations, des fédérations fortes. Nous avons intérêt à aller vers un grand État fédéral d'Afrique noire
pour pouvoir peser efficacement sur les relations internationales. Car en fait, on ne peut pas peser sur les relations internationales si on ne possède pas un pouvoir concret de contrainte, de coercition. Si on ne possède pas les moyens de la puissance, les uns après les autres, on ne peut pas peser sur les relations internationales. L'humiliation de l'oligarchie politique européenne, l'humiliation du régime de Kiev nous rappelle la dure loi des puissances. Nos pays africains, issus du processus colonial, du morcellement colonial, ne peuvent pas incarner la dimension de puissance qui permettra aux Africains d'être respectés et respectables dans le jujutsu géopolitique et géostratégique international. Il faut des alliances, il faut des confédérations, il faut des fédérations, il faut des États fédéraux, il faut un État fédéral d'Afrique noire pour que nous soyons en mesure de peser efficacement dans les relations internationales. C'est cela. C'est par son poids que l'Amérique et c'est par son poids que la Russie décident seuls, sans les Européens. Donc, tant que nous, Africains, n'aurons pas construit des puissances qui pèsent, c'est-à-dire qui cochent tous les cadrans de la respectabilité et de la redoutabilité internationale, cadran militaire, cadran économique, financier, monétaire, cadran de la souveraineté politique et de l'invention politique institutionnelle endogène, cadran de la souveraineté spirituelle, culturelle. Tant que nous n'aurons pas entièrement contrôlé ces cadrans, nous serons limités dans notre capacité à protéger les intérêts vitaux des Africains du continent et des diasporas. Voilà l'enseignement que je tire pour ma part de cet épisode. Avançons. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.